Mais si toutes les puissances coloniales se ruent sur l'Afrique, comment est-ce qu'on partage les colonies? Par la violence militaire, par la force des armées. Évidemment, c'est emballé dans une jolie propagande, comme sur ce monument. L'héroïsme militaire belge anéantit l'arabe esclavagiste. Avec le temps, on a enlevé l'arabe parce que c'était vraiment trop hypocrite. Le colonialisme européen, ça a été le plus grand esclavagisme de l'histoire. Et le partage des colonies va se faire à la conférence de Berlin en 1885. Toutes les grandes puissances européennes se partagent le gâteau. Bien entendu, on n'a invité aucun Africain. La Grande-Bretagne rafle le gros morceau, près de 5 millions de kilomètres carrés. La France, 3,5 millions. L'Allemagne, seulement 1 million. Et ça, c'est une cause fondamentale de 14-18, c'est que l'Allemagne, qui maintenant a une économie plus développée, une armée aussi plus développée, eh bien, elle dit on va repartager le gâteau, j'ai pas eu assez. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique n'ont pas arrêté de dire qu'elles se défendaient contre une agression allemande. Mais quand on regarde l'ensemble des faits historiques de la période, on voit que c'est juste une excuse. Et la preuve, c'est qu'en 1898, il y a déjà failli y avoir une grande guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Ça se passait à Fashoda, au Soudan, qui est un pays stratégique pour contrôler le Nil, donc l'Égypte, donc le canal de Suez et l'accès aux colonies d'Asie. Et l'affrontement, c'était entre le projet colonial français de contrôler l'Afrique d'ouest en est, de Dakar à Djibouti, en contradiction avec le projet britannique de contrôler l'Afrique du nord au sud, du Caire au Cap. Alors la question, c'est pourquoi tout d'un coup les alliances se renversent. Au départ, la Grande-Bretagne, elle est surtout en opposition avec la France et la Russie. Et la raison, c'est que la France et la Russie essayent de lui prendre le contrôle de son empire des Indes, qui lui rapporte des fortunes. Mais petit à petit, les dirigeants britanniques se rendent compte que ce qui est surtout dangereux pour eux, c'est l'Allemagne, dont l'économie s'est beaucoup renforcée ces dernières années, qui a créé une flotte militaire qui fait concurrence à la Royal Navy. Et il est clair que la flotte, c'est l'instrument numéro un pour dominer le monde. Et donc les dirigeants britanniques sont en train de se dire que finalement c'est l'Allemagne qui est plus dangereuse pour eux et qu'il faut renverser les alliances. D'autant plus que l'Angleterre n'a pas une grande armée, la France oui, la Russie également. Et donc la Grande-Bretagne a besoin de ces soldats français comme chair à canon dans le conflit auquel tout le monde se prépare. Alors évidemment, il y a l'argument, oui, mais c'est l'Allemagne qui a attaqué la première, donc c'est elle qui est responsable de la guerre. Mais cet argument, il ne tient pas. Parce qu'en fait, l'amiral Fisher, qui commande la Royal Navy, écrit en 1905 à Lord Lansdowne, le ministre des Affaires étrangères britannique, qu'il faut attaquer vite l'Allemagne par surprise, attaquer l'Allemagne. Il dit qu'il faut profiter de la crise du Maroc qui vient d'éclater, où la France et l'Allemagne s'opposent pour le contrôle du Maroc. Et ainsi, dit-il, on aura la France comme alliée, on peut attaquer par surprise et en fait prendre le contrôle de la flotte de guerre allemande et du canal de Kiel qui est stratégique. Ça va finalement pas se faire en 1905, il va faire la même proposition en 1911, ça va pas se faire non plus pour des raisons tactiques. Ça montre une chose, c'est que tous ces soldats ici qui sont morts pas parce qu'il y avait une agression et qu'il fallait se défendre, mais sont morts pour savoir laquelle des grandes puissances allait dominer le monde et contrôler ses richesses. Pour la guerre de 14-18, il est évident que chaque camp a des objectifs géostratégiques. Par exemple, la France compte bien récupérer l'Alsace et la Lorraine qu'elle a perdues lors de la guerre franco-prussienne précédente de 1870. Mais on ne va jamais parler de ça, évidemment. On ne va pas dire on va aller mourir pour avoir une colonie, on va aller mourir pour le bassin sidérurgique lorrain. Non, on va mourir pour de belles idées. On va dire que l'autre est un militariste, nous pas, évidemment. On va dire qu'on veut apporter la démocratie au monde, même si la soi-disant démocratie, ce sont nos alliés, le tsar de Russie. Et d'autre part, on a aussi l'idée qu'on va entrer dans la guerre pour beaucoup de pays à l'appel d'un petit peuple qui crie au secours. Et ce petit peuple qui crie au secours, ce sont les Belges à ce moment-là. Et donc, ce sont ces éléments-là qui seront mis en valeur. On meurt pour la liberté, pour la démocratie, contre le militarisme, etc.
Pro patria, pour la patrie. Tous les monuments aux morts nous disent que les soldats se sont battus pour défendre la patrie, c'est-à-dire tout le monde. L'écrivain français Anatole France disait à l'époque « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Il voulait dire, et il avait bien raison, que c'était déjà, comme aujourd'hui, une guerre économique, une guerre pour le fric. Bref, la guerre économique débouche sur la guerre tout court et le tout est emballé dans une propagande sophistiquée pour vendre cette guerre à l'opinion. Parmi les principes de propagande de guerre, il en est un qui est extrêmement important, c'est qu'il faut démoniser l'autre camp, et pas l'ensemble de l'autre camp. Plus personnellement, le chef adverse, le leader adverse doit être démonisé. Alors pendant la Première Guerre mondiale, de notre côté, c'est le Kaiser. C'est donc Guillaume II qui a été démonisé, qui a été considéré comme étant l'origine de tout le conflit. Et donc contre lui, il y a des caricatures, on chante des chansons disant qu'on va aller lui couper les moustaches, etc. Or, ce personnage, avant la guerre, il était très fréquentable. En fait, il est cousin non seulement avec le tsar de Russie, mais aussi avec le roi d'Angleterre. N'importe quelle guerre est l'occasion d'atrocités. Mais dans la propagande de guerre, on ne va jamais parler des atrocités faites par notre camp, mais des atrocités faites par l'autre camp uniquement. Et on va considérer que c'est une tactique de l'autre camp d'avancer dans le sang et l'horreur, tandis que nos soldats, nous allons les présenter comme des soldats humanitaires, des soldats qui sont aimés par la population civile, qui va les recevoir comme des libérateurs. Et cette image est vraie pour notre camp, est vraie pour l'autre camp évidemment. Et donc, par exemple, les Allemands, pendant la guerre de 14, se présentent comme les amis de la population civile. De l'autre côté, les Belges et puis les Alliés en général ont fait courir le bruit que les Allemands coupaient les mains de tous les bébés belges. Ça a joué un rôle important, d'une part, dans la fuite de la population civile. Devant une telle horreur, les gens s'exilent et on va avoir 1 300 000 Belges qui prendront la route de l'exil. Et d'autre part, ça aura un rôle très important dans la propagande alliée. Cette histoire des bébés belges, des atrocités allemandes, va servir vraiment de fonds de commerce pour les propagandistes belges, qui sont notamment socialistes, pensons à Jules Destrée, à Van der Velde, qui vont essayer de rallier à la cause de la guerre les Italiens, et spécialement le Parti socialiste italien, qui était resté pacifiste. Et cette propagande belge et alliée servira aussi pour amener les États-Unis à entrer dans la guerre en protestation contre ces atrocités. Le rôle de l'Église en Belgique a été assez important pour soutenir le patriotisme. C'est-à-dire que si on doit retenir 2 grandes figures du patriotisme en Belgique, il y a le roi Albert et le cardinal Mercier. Et donc il va, à Noël 1914, diffuser une lettre pastorale qui s'appelle « Patriotisme et endurance », dans laquelle il exhorte les Belges à résister à l'Allemagne. Et il prétend aussi que le soldat belge est assuré, dans l'au-delà, d'avoir le salut et que le Christ lui tresse déjà des couronnes de laurier. Des croix associées à des glaives, on en trouve presque partout dans ces cimetières de guerre. Et l'Église, à l'époque, joue vraiment un rôle très négatif en justifiant la guerre comme voulu par Dieu. Mais c'est toute l'époque qui baigne dans cette ambiance de propagande militariste, de culte de la guerre en fait. Par exemple, le chef de l'état-major allemand, Helmut von Moltke, écrit, je cite,
La paix éternelle est un rêve et ce n'est même pas un beau rêve. La guerre est une partie indispensable de l'univers créé par Dieu et dans la guerre, on retrouve les plus nobles aspirations de l'homme. Ou alors, le célèbre sociologue allemand Max Weber considère lui la guerre comme groß und wunderbar, grandiose et magnifique. Mais de l'autre côté aussi, on a Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle, qui décrit les Allemands comme une race de moindre valeur et pas vraiment des êtres humains mais des animaux, animals. Les Français étiquettent les Allemands comme étant les Boches. En Allemagne, on parle des Français bâtards ou des peuples slaves inférieurs. Et toute cette propagande des races inférieures, c'est exactement ce que Hitler va reprendre quelques années plus tard. Ça vaut la peine de citer Winston Churchill dans ce contexte ici. Quand la guerre s'éclata en 1914, il était très heureux. Il a dit que la guerre était une affaire glorieuse et délicieuse. Et déjà auparavant, il s'était fait connaître comme quelqu'un qui admirait la guerre, qui trouvait la guerre une activité, comme il disait, normale, spontanée de l'homme, ainsi que le jardinage. Eh bien, voilà le genre de jardin que Churchill aurait bien aimé. Les généraux français affichent fièrement leur nom sur les monuments des champs de bataille, alors que leur seul exploit, ça a été en fait d'envoyer des milliers et des milliers de soldats à la boucherie, à la mort, et qu'eux-mêmes restaient bien tranquillement à l'abri. Il y a eu en fait un accord entre les états-majors généraux des Français et des Allemands, comme quoi leurs quartiers généraux ne seraient jamais bombardés, donc ils étaient bien tranquilles. Et tout ça m'a fait penser à cette phrase du grand écrivain, poète français Paul Valéry qui disait à l'époque « La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent, au profit de gens qui, eux, se connaissent et ne se font jamais de mal. » Et effectivement, il y avait des accords entre les grands groupes de la sidérurgie, les marchands de canons, français et allemands, pour que la guerre continue le plus longtemps possible parce que ça leur a rapporté des fortunes. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait des intérêts croisés, des participations, des alliances entre les groupes de la chimie, de l'acier et des marchands de canons français et allemands, et que ça a continué pendant toute la guerre, et que ces gens, en fait, ils avaient intérêt pas simplement à gagner vite, mais au contraire à ce que la guerre dure longtemps pour faire un maximum de profit. Cette guerre s'est aussi déroulée en Afrique, autour du Congo, et notamment en Tanzanie, où les armées belges et allemandes se sont affrontées très longtemps. Et il y a les Allemands qui n'avaient presque pas de matières premières dans leur colonie de l'Afrique orientale, tandis que dans le Congo belge, il y avait déjà l'or, le cuivre, le diamant, le cobalt et même l'uranium. Et c'est ça ce que les Allemands voulaient. Du côté belge, on était encore dans le raisonnement de Léopold II que c'était toujours mieux d'avoir quelque chose de plus grand. Et donc la Belgique s'est donnée, après la victoire, le contrôle du Rwanda et Burundi, qui avant étaient sous colonie allemande. Et je crois que c'est surtout en Afrique que l'aspect de la guerre a changé un petit peu, plus qu'en Europe. Je veux dire dans le sens qu'avant, la guerre était pré-industrielle. C'est-à-dire il y avait les officiers qui combattaient, on ne comptait pas les morts des soldats et celui qui avait pris le drapeau de l'autre, il avait gagné. Tandis que surtout en Afrique, c'était une guerre de logistique. Il y a le général qui commandait la logistique anglaise qui a bien